Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CBR 500R de 2025. Allez, c'est parti! Les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'une petite sportive compatible avec le permis A2. Et ça, c'est bien sûr rendu possible par l'un de mes abonnés qui a fait quelques heures de route afin de me ramener ce modèle tout récent. Merci encore à lui. Donc si vous suivez mes vidéos depuis maintenant très longtemps, vous avez dû voir le test de l'ancienne génération de ce modèle, la CBR 500R de 2018. Aujourd'hui donc, globalement la même moto, même gabarit, même motorisation, mais pour le reste, quasiment tout a changé. Au fil des années, Honda a fait évoluer ce modèle. On est donc toujours sur une sportive compatible avec le permis A2. Elle fait officiellement 47,5 chevaux. On peut voir qu'au niveau du style, au fur et à mesure du temps, Honda a radicalisé la moto. Elle est de plus en plus sportive dans son esthétique. Et aujourd'hui, dans ce coloris noir mat, ça la rend peut-être encore un peu plus méchante. Mais j'avoue, par contre, le noir mat, ça atténue un peu certaines arêtes du design. Et donc, c'est pas forcément facile de voir l'évolution avec cette couleur. La motorisation, elle, est plus ou moins toujours la même. On a un bicylindre en ligne. Celui-ci donc a toujours la même cylindrée, 471 cm3. Il s'agit bien sûr d'un moteur à refroidissement liquide. Et au fil du temps, la cartographie d'injection a évolué. Donc on devrait avoir quand même un petit peu plus de sensations sur ce modèle que sur l'ancien que j'avais testé. Et concernant le poids, ça n'a également qu'assez peu évolué. Elle est annoncée aujourd'hui à 191 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 17 litres dans le réservoir. Comme je vous l'ai déjà dit, le modèle que je vous présente est très récent, il a assez peu de kilomètres. C'est un modèle 2025 et il y a quelques accessoires qui viennent du catalogue Honda. Par exemple, la bulle fumée devant moi est vendue directement par Honda. On a les poignées chauffantes officielles Honda. Et vous voyez que sur le côté, on a quelques protections. Et ça, par contre, ça ne vient pas du catalogue Honda. Bon, si vous suivez de nouveau régulièrement mes tests, la procédure ne va pas vous choquer. On est sur le même parcours. Je commence par le centre-ville. Et ce qui est toujours sympa avec cette sportive, entre guillemets, c'est qu'on a une position finalement assez facile et qui est pas du tout cassante. Donc bien sûr c'est une CBR, donc on a un guidon bracelet, et là le bracelet esthétiquement il est pris en dessous du tête de fourche, mais vous voyez que ça remonte ensuite, donc la position n'est pas extrême. Je suis qu'assez peu penché vers l'avant. Forcément on est quand même plus penché que sur son équivalent roadster, la Hornet 500, mais c'est vraiment pas extrême du tout. Le réservoir est plutôt creusé, les repose-pieds un petit peu vers l'arrière, donc on a une position un peu sport, on est bien sur la moto, mais de nouveau rien d'extrême, on peut rouler comme ça pendant longtemps sans que ce soit gênant. La prise d'info d'ailleurs ne pose pas de problème car la position n'est pas trop radicale. On a les rétros qui sont toujours pris sur le carénage assez loin devant nous, donc même sans forcément tourner la tête, on voit déjà ce qui se passe derrière nous. J'ai qu'environ un tiers de chaque miroir qui reflète mes bras. L'échappement est d'origine sur cette moto et le bruit est très discret. Peut-être même un peu trop pour une sportive, il faut l'avouer. Après, si vous connaissez les autres motos de la gamme Honda 500, bah, ça ne vous choquera pas, c'est exactement la même chose.
d'ailleurs ici je sors un peu de l'agglomération, donc je peux accélérer un peu plus. Et quand on monte un peu dans les tours, la sonorité s'améliore. La machine n'est pas exubérante, elle n'a pas un tempérament ultra, comment dire, marqué, mais c'est quand même bien plus sympa que les anciennes CBR 500, ça je peux vous l'assurer. Bon, là où par contre il n'y a quasiment pas d'évolution, c'est au niveau de la protection. Devant moi, je vous l'ai dit, on a une bulle qui a été remplacée, mais ça ne sert quasiment à rien. Là, j'ai autant d'air, peut-être même plus d'air que si j'étais sur un roadster, car j'ai l'impression que la bulle et le carénage canalisent l'air directement vers moi. Donc là, j'ai vraiment aucune protection. Ici, je vais prendre ce passage à basse vitesse, même procédure qu'habituellement. Ça se manœuvre très bien. Après, c'est vrai que on sent quand même que la moto est un petit peu plus lourde que certaines de ses concurrentes. Au niveau des pneumatiques, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. On est toujours sur du 17 pouces, c'est du 120 à l'avant et 160 à l'arrière. Ce qui peut sembler un peu disproportionné pour une moto à deux. Bon les amis, on est de nouveau ici pour tester l'accélération, vous reconnaissez les lieux. On va bien sûr faire ce test avec cette CBR 500R 2025. C'est un modèle plus récent, donc maintenant on a l'ABS, il y a même un traction control. Par contre, il n'y a toujours pas de mode de conduite. Et de toute façon, est-ce que ce serait vraiment pertinent sur une machine de ce genre? Je n'en suis pas convaincu. Donc on va tout simplement faire l'accélération, voir comment ça se comporte. Je pense pas qu'il y ait réellement de différence de performance par rapport à l'ancienne. Enfin, de toute façon, on va voir ça dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Let's go. Et donc, on arrive à 100 en fond de troisième. Faut pas hésiter à monter le moteur à environ 8005. Les performances sont correctes, hein, mais de nouveau, faut pas s'attendre à un missile. Alors vous voyez que quand je m'arrête du haut de mon 1m70, j'arrive à avoir les deux pieds au sol sans réelle difficulté, et j'ai même presque les deux pieds à plat. La moto n'est pas trop haute, ça pour les petits gabarits comme moi, c'est vraiment appréciable. On va vérifier s'il y a une différence au niveau de l'angle de braquage, mais je ne pense pas qu'ils aient changé le châssis au fil des années. Ouais, ça braque quand même pas terrible, hein, parce que là, s'il y avait eu un trottoir, je serais passé qu'à 5 cm de celui-ci. Heureusement, la moto est basse, pas trop lourde, donc ça se manœuvre bien. On s'en sort assez facilement. Maintenant, je vais recommencer le test d'accélération, puis je vais tester le freinage. C'est d'ailleurs une des évolutions sur ce modèle. Avant, on n'avait qu'un seul disque à l'avant, maintenant, on en a deux. Allez, c'est reparti. Freine. Donc frein arrière, ça freine pas trop mal, frein avant, ouais, ça c'est vraiment la plus grosse amélioration qu'il y a eu sur toute cette gamme de motos. Quand ils sont passés de simple disque à double disque, le freinage a été transfiguré, hein. Maintenant, même si c'est toujours pas un freinage de compétition, hein, ça freine vraiment bien, on se sent rassuré, et ça apporte un côté sport à la moto qu'elle n'avait pas précédemment. Là, on peut vraiment freiner un peu tardivement sans se sentir en danger, c'est efficace. Vous voyez qu'au niveau d'ergonomique, le levier de frein est réglable en écartement. Par contre, l'embrayage, lui, n'est pas réglable. Ici, de nouveau, un rond-point. Ça se penche sans difficulté. La prise d'info est très correcte pour une sportive. De nouveau, c'est pas une mauvaise moto. À l'époque, je sais que c'est pas une machine qui m'avait séduit, mais c'était surtout son manque de caractère moteur et son embonpoint que je critiquais. Aujourd'hui, on a un peu plus de caractère, les performances sont restées identiques, elle est toujours, sinon aussi, manœuvrable, mais il est vrai que si je dois comparer avec sa concurrente directe de chez Kawasaki, la Ninja 500, ce qui choque un peu sur cette Honda, c'est la différence de poids.
Celle-ci donc 191 kg tout plein fait, alors que la Kawasaki n'en fait que 170. Les commodos de cette CBR 500 n'ont plus rien à voir avec celle que j'avais testée il y a quelques années. Là on retrouve la même chose que sur les autres 500 actuelles, comme la NX 500 ou Hornet 500. On a donc sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, on a un bouton pour le traction control, on a ensuite une espèce de petite croix qui permet de naviguer dans les menus. Sur la droite c'est très simple, démarreur, coupe-circuit et feu de détresse. Le compteur, lui, a été remplacé par un écran couleur, un écran plutôt bonne qualité. Par contre, c'est vrai qu'il reflète quand même un petit peu le soleil. Néanmoins, la luminosité permet de prendre les infos facilement. On a bien sûr la vitesse, le contour, le rapport engagé, la contenance du réservoir. On peut avoir la conso instantanée, moyenne. Enfin, c'est extrêmement complet. C'est le même système qui équipe la NX 500, par exemple. Il faut avouer que c'est quand même une nette amélioration par rapport à l'écran monochrome qu'il y avait précédemment. Alors me revoilà maintenant en agglomération. Je passe tous mes rapports. Je suis en 6e à 50. Un peu plus de 2000 tours. Donc on peut cruiser, hein, et de toute façon cette moto est, au-delà de son look sport, il faut l'avouer, une machine vraiment adaptée pour le quotidien. C'est une machine qui coûte peu en conso et en entretien. Le propriétaire me disait tourner entre 3,2 litres et 3,5 litres au 100. C'est vraiment peu. Alors ici, je vais essayer de passer mes rapports pour voir si c'est souple. Ouais, le seuil de souplesse est à 2000 tours. Faut pas descendre en dessous de 2000 tours. Tant que vous êtes au-dessus, il n'y a pas de problème pour la reprise. Vous ne prenez aucun risque de caler. En dessous de 2000 tours, là, non. Vous allez avoir quelques soubresauts, quelques chaos, et vous prenez le risque de caler. Ici, je sors de l'agglomération, je suis en forte pente, je suis en 4e à 3000 tours, j'accélère fort. Donc vous voyez que le moteur a un peu de mal à reprendre des tours, et ensuite, dès qu'il arrive à 4-5 000, là, il est lancé, et ça devient plus performant. Pour avoir des meilleures performances, j'aurais dû redescendre en 3e avant de relancer. Ici un Dodan. Alors les suspensions sont correctes, hein. Sur cette moto, vous voyez qu'on a une fourche inversée de chez Showa à l'avant, mais elle n'est pas réglable. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur qui lui est réglable uniquement en précharge. Donc c'est pas du top matos de Grand Prix, hein, de nouveau, mais c'est largement suffisant pour une machine de ce genre, sur route tout du moins. Maintenant les amis, nous arrivons dans une succession de virages. C'est le moment de voir si cette machine peut être un peu fun, un peu sport. Ça devrait être le cas, ça reste un CBR, hein. Allez, j'accélère à fond. Le freinage est rassurant. On n'hésite pas à monter dans les tours. Ça incite un peu à sortir le genou. Elle est vraiment rassurante. Il y a juste le poids de la moto qui est un peu déstabilisant. On s'attendrait à plus de perf d'une machine de ce gabarit. Et vous voyez que je peux rester un peu en zone rouge, hein. On a le rupteur à un tout petit peu moins de 9000 tours. Franchement, il y a moyen de s'amuser. Ce qui manque à cette moto pour lui redonner un petit côté sport supplémentaire, ce serait une ligne d'échappement ou un silencieux un tout petit peu plus audible. Ou du moins surtout un peu plus audible quand on est à haut régime. Là, ça manque un petit peu. Ici, on va réaccélérer. Ouais, ce moteur est quand même nettement plus sympa, hein, depuis qu'ils ont changé la cartographie il y a de ça quelques années maintenant, hein. Je me souviens que sur la version de 2008 que j'avais testée précédemment, le moteur était très avare en sensation. Là, c'est quand même plus sympa, même si j'ai toujours tendance à privilégier
le moteur de la Ninja 500, voire même de la 400. Ici je redescends les rapports, la boîte fonctionne parfaitement bien. Donc c'est une boîte 6, il n'y a pas de shifter et c'est pas disponible en option. Prise d'info, aucun problème. Ah, quand on veut, on peut s'amuser quand même avec cette machine, hein. Il faudrait juste que Honda retravaille cette moto dans une version RR qui serait plus légère. Et en plus, elle serait toujours compatible avec le permis A2, parce que le minimum pour le permis A2, c'est 175 kg. Là, on a encore une bonne marge. Alors, après cette grande courbe, on va arriver sur l'autoroute. La prise d'info ne pose toujours pas vraiment de problème. Allez, j'accélère fort, je m'engage. Je me colle en 6. Et je dépasse. J'accélère à fond. Lorsqu'on est en position normale sur la moto, il n'y a vraiment pas de protection. Ça, faut vraiment le garder en tête. Si vous voulez un peu de protection, il faut absolument se pencher comme ça. Et là, on est dans une position très inconfortable finalement. Allez, je vais refaire une dernière accélération. Donc je suis en 6 à 110, j'accélère fort. 120, 130. C'est correct, hein. Pas oublier que je suis sur le dernier rapport. La boîte de vitesse est finalement plutôt bien étagée. Lorsqu'on est à 110, on est à mi-régime. Donc je dirais que le seul défaut de cette moto sur les axes rapides, c'est le manque de protection. Mais mis à part ça, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Sur cette version 2025, pour donner un côté moderne, ils ont mis l'intégralité de l'éclairage à LED. Le propriétaire me disait que de nuit, ça éclaire plutôt bien. Et comme sur la plupart des Honda récentes, on a les clignotants à l'avant qui restent allumés en permanence, de manière fixe. Et ils se mettent à s'éteindre pour créer le clignotement uniquement quand on signale un changement de direction. Bon, la moto n'est pas trop large, donc l'interfile ne pose pas réellement de problème. C'est parti pour une dernière accélération. Donc quand on a besoin de perf, il y a ce qu'il faut. Comme pour quasiment toutes les motos A2, les limites sont à peu près les mêmes, hein. On ne peut pas espérer faire du 250 avec un 500 de 47 chevaux, vous l'aurez compris. Mais ça reste fun et on a déjà de quoi aller au-delà des limites. Allez, un dernier freinage. Ouais, ouais, je le redis, hein, la plus grosse évolution, la plus grosse amélioration, c'est le freinage. C'est vraiment bien mieux que précédemment. Concernant les aspects pratiques, d'origine vous pouvez démonter la selle passager afin d'atteindre un rangement qui est finalement assez logeable pour une sportive et même pour une moto classique. Je pense que finalement on a la même contenance que sur la Hornet 500, donc vous voyez que c'est assez profond. Par contre, si vous souhaitez rouler avec un passager, je pense pas que ce soit la meilleure moto parce que la selle est assez étroite, il n'y a pas vraiment de poignée de maintien, donc ça reste une sportive à ce niveau-là. Et concernant la consommation, on en a déjà un peu parlé, on peut rouler à moins de 3,5 litres au 100 avec cette machine. Je pense que même en roulant vraiment fort, on doit être à 4 litres, 4,5 litres. C'est une machine qui consomme vraiment peu. En plus, le moteur est réputé indestructible. Il y en a déjà qui ont des très très forts kilométrages avec cette moto. Donc là-dessus, c'est parfait. Donc finalement, ce modèle 2024-2025, vu qu'il n'y a pas eu d'évolution entre les deux,
Est-ce que c'est vraiment mieux que le modèle 2018 que je vous avais présenté? Bah, vous avez compris que oui, sur quasiment tous les aspects. Le seul point où c'est moins bon, bah, c'est qu'au fil du temps, la moto est devenue un peu plus chère. Maintenant, un modèle 2025, c'est 7500 € hors option. Si vous voulez quelques options, comme sur celle-ci, bah, vous êtes tout de suite au-delà des 8000. Et je trouve ça quand même un petit peu cher. Mais bon, faut garder à l'esprit que vous achetez, entre guillemets, la tranquillité d'esprit. C'est une moto qui est garantie 6 ans. L'entretien ne coûte pas grand chose, c'est fiable, et en plus ça consomme peu. Donc c'est vraiment la sportive pour ceux qui veulent une moto durable, du quotidien, une machine presque pragmatique. A l'inverse, même si elle est plus fun et plus sport que précédemment, si vous cherchez vraiment des performances avec votre permis A2, si vous cherchez de la légèreté et du fun, eh bien il faudra aller voir la concurrence, comme par exemple chez Kawasaki ou même chez KTM, hein. Ils vendent toujours la RC 390 et il y a même des concurrentes chinoises maintenant. Donc si vous cherchez du fun, n'hésitez pas à tester les autres. Mais à l'inverse, hein, si vous cherchez vraiment la machine bonne à tout faire, celle qui ne vous surprendra pas, eh bien cette Honda est une référence. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette nouvelle CBR 500R. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez eu l'occasion de la tester, ou voire même de la comparer avec l'ancien modèle, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience dans l'espace commentaire. Je remercie de nouveau mon abonné d'avoir fait plusieurs heures de route afin de me ramener ce modèle et que je puisse vous le présenter. C'est super sympa de sa part. Ça me permet également de vous rappeler que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés et que c'est intégralement grâce à vous qu'il y a autant de tests et de diversité parmi les tests. Donc si vous avez une moto, une voiture, un quad, un trike, un cyclomoteur, enfin n'importe quoi qui pourrait être intéressant, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse organiser le test avec vous. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Je tiens à vous rappeler bien sûr que si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, partagez celle-ci sur les différents réseaux sociaux, vérifiez que vous êtes abonné. Comme ça, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test. Mais à tous! Un point qui m'exaspère un peu chez Honda actuellement, c'est le manque de coloris proposé sur leur moto. Actuellement, cette version 2025 n'est distribuée qu'en noir mat ou en rouge. Alors personnellement, j'aime beaucoup le coloris rouge, mais j'aurais aimé qu'il y ait quand même plus de choix. Pourquoi pas un jaune, un bleu, un vert ou carrément un coloris racing HRC complet avec des numéros. Ça pourrait de nouveau renforcer le côté un peu plus sport de cette moto que ce qu'elle avait par le passé.